Alors le livre, le voici, La transformation digitale pour tous, parce qu'il y a une fracture notamment entre les organisations qui font leur transformation digitale et celles qui ne le font pas ou qui le font à moitié ou pas suffisamment. En ce qui me concerne, je suis responsable écosystème innovation au sein d'un grand groupe, La Poste, et je partage aussi ma passion du numérique sur mon site éponyme, davidfayon.fr. Je suis présent sur les réseaux sociaux et je suis aussi impliqué dans des startups, mentor pour certaines, notamment Frogan ou Titan Data Center. Voilà. D'accord. Alors justement, la transformation digitale, c'est souvent évoluer, mais c'est parfois aussi oser innover et tuer la poule aux œufs d'or. Ce choix est souvent difficile, moi je l'ai déjà vécu dans plusieurs entreprises, et on l'a vu aussi avec Kodak, qui avait inventé l'appareil numérique et qui finalement ne l'a jamais sorti pour pas casser son business model, et finalement elle a fermé complètement il y a quelques années. Comment justement innover et faire en sorte que ces innovations soient vraiment vendues et soient un succès? Alors déjà, il y a deux freins à l'innovation, c'est, vous l'avez dit, la kodakisation, et puis il y a aussi l'ubérisation. La kodakisation, c'est une crispation interne. On a tous les savoir-faire, par exemple Kodak avec tous les brevets dans le numérique pour passer de l'argentique au numérique et gérer la transition, mais il ne l'a pas fait parce que ça aurait cannibalisé des emplois internes, ça aurait été aussi des querelles de chapelle, de chefs. Alors que gagner moins au départ, alors que leur business c'était vendre de la péloche, de la pellicule. Voilà, donc en fait c'est pivoter comme une start-up d'un modèle économique à un autre. Or, dans le domaine automobile, que ce soit Renault ou Stellantis avec le groupe PSA qui a fusionné avec Chrysler Fiat, ont cette transition, puisqu'en 2035, il n'y aura plus de véhicules neufs vendus essence ou diesel. Donc il est nécessaire, là avec la loi, l'évolution de la loi, d'avoir deux gammes. Une gamme de véhicules traditionnels, essence et diesel, qui va décliner, et une gamme de véhicules électriques qui va gagner des parts de marché au fil des mois et des années. Et donc ça aurait pu être pareil au niveau de Kodak, en ayant à la fois du numérique et de l'argentique, et ils ne l'ont pas fait. Donc souvent, c'est une peur, une crispation interne qui empêche d'innover. Ouais. Après, il peut aussi avoir l'ubérisation. L'ubérisation, c'est un concurrent plus agile qui va avec une nouvelle technologie. Là, par exemple, Uber, avec le téléphone portable plus la géolocalisation, sans avoir de véhicule en propre, ils ont pu chambouler le marché des taxis. Après, avec des questions aussi d'ordre juridique à traiter, et une révolte des conducteurs de taxi, un peu comme les révoltes des canuts lyonnais, avec l'automatisation et le métier à tisser de jacquard. Donc il y a toujours une résistance au changement dans l'innovation, il y a toujours des gagnants et des perdants. Et après, comment faire l'innovation en interne? Donc il y a deux possibilités. Soit on met des équipes agiles, apprenantes, il y a ce qu'on appelle l'holacratie, des petites structures à la Google, où finalement les entreprises constituent des petites cellules autonomes qui vont être agiles avec beaucoup d'autonomie pour faire quelque chose. Et en même temps, les GAFAM, les gros acteurs d'aujourd'hui, font une concurrence entre les équipes internes et puis le fait de pouvoir acheter sur le marché, sur étagère, une start-up qui a déjà la technologie. Et donc, c'est une balance qui est faite entre est-ce qu'on peut faire un développement d'innovation en interne ou est-ce qu'on peut le racheter dans l'optique d'accélérer le go-to-market, c'est-à-dire la mise sur marché la plus précoce possible de ces produits et des services. Donc c'est toujours une petite balance à faire. Alors pour innover, il y a tout un tas de méthodes. Il y a la méthode CK, Concept Knowledge, qui a été mise au point par un Français de l'École des mines de Paris. Donc on a ces possibilités de sortir du cadre, de penser différemment. C'est-à-dire que pour concevoir une chaise ou concevoir un objet, on va raisonner différemment. On peut partir non pas d'une innovation qui soit, comment dirais-je, incrémentale, mais là, on part d'une feuille blanche et on se repose les bonnes questions. Et donc, ça permet de voir quelque chose différemment et de rien s'interdire. Donc, on ouvre toutes les portes, on les referme ensuite pour pouvoir aboutir à un projet. Par exemple, on le voit beaucoup aussi avec les méthodes agiles de type Scrum, où il y a des échanges réguliers entre le donneur d'ordre, la maîtrise d'ouvrage, et puis celui qui fait la maîtrise d'œuvre. Et au début, on va avoir une itération du genre « je veux un véhicule ». Alors, au bout de la première itération, on lui fait une planche à roulettes, donc il y a 4 roues, et puis un morceau de bois.
Après, ça ne lui convient pas, il va faire des remarques, il va dire oui, mais je voudrais qu'il y ait un siège, je voudrais qu'il y ait ceci, je voudrais qu'il y ait cela, je voudrais qu'il y ait telle ou telle contrainte. Et donc, on va faire une deuxième version. Et l'avantage de ces méthodes itératives, ça permet de faire des échanges réguliers entre la maîtrise d'ouvrage et la maîtrise d'œuvre pour se coordonner et de tirer des enseignements à chaque étape, qui sont rapprochés, en mode sprint. Alors qu'au contraire, les méthodes classiques de développement, notamment dans le système d'information, sont des méthodes en V. Depuis le cahier des charges, conception générale, conception détaillée, développement. Et l'inconvénient de ces méthodes, c'est qu'il y a un effet tunnel. C'est la méthode du temps long. Et par rapport au cahier des charges, le produit fini va être assez fidèle, modulo quelques bugs, à ce qui a été imaginé au niveau du cahier des charges, mais on dévie peu de ce cahier des charges. Alors que dans les méthodes plus créatives, avec des allers-retours fréquents, on peut embarquer des développements nouveaux, des contraintes, intégrer des évolutions sociétales, de demandes de marché, ce qui fait que finalement le produit final produit en fin d'itération peut être très différent de celui qui était imaginé dès le départ, mais va mieux correspondre aux besoins. Après, il y a aussi des arbitrages à faire par rapport aux coûts, par rapport aux compétences des équipes, etc. Donc ça, c'est quelque chose qui est intéressant. Tout ce qui est design thinking, c'est aussi intéressant puisque ça permet de mettre sur le papier ou sur l'écran des idées qui émanent de personnes avec des cultures, avec des savoirs différents. Et c'est aussi la richesse des plateaux projets où finalement on va mettre des cerveaux gauche, des cerveaux droits, on va mettre des designers, on va mettre des concepteurs développeurs, des marketeurs, tous ensemble. Et ça permet aussi de casser les silos. Plutôt que d'avoir d'un côté la production, de l'autre côté le commercial, de l'autre côté les RH, et bien finalement on va essayer de faire un bouillon de culture avec toutes ces cultures au sein de l'entreprise pour créer et innover différemment. D'accord. Alors là tu as parlé donc d'innover. Toi tu as construit un modèle de maturité numérique pour estimer justement le niveau de maturité pour les organisations. Est-ce que tu pourrais nous en dire un petit peu plus et quel est le but de ce modèle? Alors ce modèle, c'est de faire un diagnostic des forces et faiblesses de toute organisation à un instant donné. C'est un peu le connais-toi toi-même. Une organisation fait son diagnostic à travers 6 leviers que sont la stratégie, l'organisation, les personnes, l'offre, la technologie, l'innovation et l'environnement pour savoir comment elle se positionne à travers 115 indicateurs, 63 pour les petites structures parce que c'est compliqué c'est compliqué, ça prend du temps à faire en matière de diagnostic, mais c'est du temps investi pour justement savoir quels sont les points forts, les singularités de son organisation, et puis ce qu'elle doit améliorer et ce qu'elle peut prioriser dans l'amélioration pour faire mieux que ses concurrents ou les dépasser ou pas se faire doubler par l'un d'eux. Donc c'est une méthode qui permet de dire où on en est à un instant donné. Le connais-toi toi-même qui était inscrit sur le fronton de la Pythie de Delphes. Et une fois qu'on a ce constat, on peut élaborer sa feuille de route de transformation digitale. Et la transformation digitale, ce n'est pas avoir un site internet, avoir une app, être présent sur les réseaux sociaux. Ça, ce sont en fait des modalités. Ce sont juste des conséquences qui vont découler de choix faits. Mais c'est aussi plus large que ça. C'est où est-ce que vont être stockées les données? Est-ce qu'elles vont être dans le cloud? Est-ce qu'elles vont être dans le edge, etc. Quels vont être les plans de migration de ces données par rapport à l'évolution des outils? Est-ce qu'ils sont pérennes ou pas? Comment vont être suivis les clients, les prospects? Est-ce qu'on va être dans l'omnicanalité? Est-ce que le travail à distance est possible? Est-ce que les salariés de l'entreprise sont équipés pour télétravailler? Est-ce qu'ils ont des équipements personnels? Quel est le rapport aux données et aux risques informatiques par rapport à des virus? Donc c'est beaucoup plus large que simplement mettre une couche ou saupoudrer du digital. C'est pas ça. C'est pas juste mettre des logiciels, c'est vraiment revoir ses process, revoir ses habitudes. C'est revoir la culture, on va dire, de SAP, du sol au plafond. Alors justement, il y a eu des gros changements. Quels ont été les impacts du Covid dans la transformation digitale selon toi? Alors, les impacts, ça a été un effet multiplicateur de l'accélération de la transformation digitale pour les entreprises qui étaient préparées. Pour d'autres, elles ont pas mal ramé et certaines ont même mis la clé sous la porte, celles qui n'avaient pas fait de transformation digitale ou qui étaient beaucoup plus timides. En revanche, on a vu que certaines entreprises, mis comme ça devant le fait accompli, n'avaient pas de choix que de faire télétravailler, notamment les métiers en col blanc. Pour les métiers en col bleu,
au contact des personnes, le personnel soignant. Pour les livreurs, ce n'était pas possible, ce n'était pas télétravaillable. D'ailleurs, la notion de télétravaillabilité est apparue. Mais pour les autres entreprises, notamment les entreprises de production de connaissances, lorsque la donnée immatérielle est forte en matière de valeur ajoutée dans l'offre globale d'un produit ou service, eh bien, ces entreprises-là ont été beaucoup plus télétravaillables et on a eu des réflexes d'usage et des basculements très rapides vers des outils comme Teams de Microsoft, comme Zoom, qui a bondi en l'espace de quelques années, mais ce n'est pas simplement une solution de visioconférence, il y a beaucoup de services derrière, hein, c'est un peu la logique plateforme comme Facebook qui part d'un produit qui est un réseau social et qui ensuite agrège d'autres services autour. Zoom, c'est pareil. Zoom a d'ailleurs refusé des offres de rachat de GAFAM et est toujours là. C'est encore une entreprise californienne, donc une fois n'est pas coutume. Et puis, donc toutes ces entreprises-là ont pu faire un bond en avant à peu près de 7 ans dans la transformation digitale. Donc c'est une année de chien qui a été franchie en une année calendaire. Et donc ça, c'est assez remarquable. C'est que maintenant, il y a eu aussi avec la crise de la Covid le terme de résilience. Est-ce qu'une structure peut s'adapter? Est-ce qu'une structure peut être robuste en cas de pandémie, de choc, de crise, de guerre? Là, on l'a vu aussi plus récemment avec les pénuries de microprocesseurs, d'approvisionnement. Avec la guerre en Ukraine, c'est aussi une autre catastrophe qu'il faut gérer et auquel les entreprises doivent être préparées. Par exemple, si une entreprise dans le domaine industriel n'a pas de composants qui arrivent et que les chaînes de montage sont perturbées, est-ce qu'elle peut recourir à de la production locale, à des imprimantes 3D? Alors pour certaines petites pièces peut-être, ou alors est-ce qu'elle ne peut pas substituer la fabrication d'une pièce par une autre qui viendrait d'un autre pays ou qui serait produite avec d'autres matières premières. Donc il y a toute une réflexion à avoir. Et tout ça pour dire que la transformation digitale, ce n'est pas que du numérique, c'est aussi la transformation de l'organisation avec le numérique. D'accord. Alors justement, quelles sont les tendances à anticiper en 2023, parce qu'on va se mettre un petit peu plus loin que cette année-ci, au niveau de la transformation digitale? Qu'est-ce qu'une entreprise doit se dire, waouh, c'est important que j'y pense maintenant et que je prenne dès maintenant les devants, parce que, comme tu l'as dit, quand tu es acculé au pied du mur, tu es obligé d'être en réaction. Là, il vaut mieux quand même anticiper pour essayer de guider les choses. Alors déjà, il faut se mettre un petit peu au parfum de ce qui va se passer. Donc faire une veille proactive, surveiller son environnement. D'ailleurs, c'est le levier environnement qu'on a beaucoup enrichi par rapport à la sobriété numérique, par rapport aussi aux actions à faire en termes de lobbying, d'optimisation fiscale dans la légalité, d'optimisation aussi, c'est pour l'implantation des sites, etc. Parce que effectivement, si on va être tenté d'aller dans un pays où la main-d'œuvre est plus intéressante, on peut avoir des risques pays importants. Pour autant, si on choisit son lieu d'implantation sur des zones pour lesquelles il y a des subventions de la part de l'État ou des collectivités territoriales, ça peut être gagnant. Et notamment, c'est tout l'enjeu de la réindustrialisation. Et ça, c'est un chantier qui n'est pas simplement propre à l'entreprise, mais propre à l'entreprise France. C'est comment réindustrialiser la France dans le respect de l'environnement. C'est-à-dire, on va réindustrialiser, mais il ne faut pas ouvrir des centrales à charbon. Il faut penser cycle de vie complet, depuis la phase de conception jusqu'au retrait de service. Donc en fait, la transformation digitale va s'accélérer, notamment pour les PME et les TPE, mais en pensant veille, en pensant respect du cycle de vie et en pensant comment va être le client dans quelques mois, quelques années, notamment en observant les jeunes générations. Parce que les jeunes générations, lorsqu'elles vont arriver à l'âge de 35-40 ans et être grosses consommatrices, peut-être elles auront acquis des usages qui seront transposés. Et donc c'est tout ça qu'il faut accompagner, sachant aussi que la génération qui a le plus de pouvoir d'achat, c'est les 60 ans et plus. Et donc là aussi, il y a peut-être des marchés à exploiter. Et tout ceci dépend aussi du positionnement d'entreprise. Est-ce que c'est les B2B, B2C? Donc les réflexions sont au cas par cas. Mais il y a un ADN commun qui reste la transformation digitale, qui reste faire son constat, son diagnostic de maturité avec DIM, Digital Internet Maturity Model,
et faire sa belle rosace pour savoir quelles sont ses forces et faiblesses sur les 6 différents leviers. Alors, on parle aussi actuellement beaucoup de décroissance. Quel va être en fait l'impact de cette future décroissance sur la transformation digitale? Alors, justement, on peut soit être favorable à la décroissance, ou soit dire non, je ne veux pas de décroissance, je veux une croissance ou une croissance qui soit modérée, mais qui soit compatible avec les impératifs d'écologie et qui soit compatible justement avec la création d'emplois. Parce que si c'est de la décroissance pour retourner en arrière avec la pénibilité du travail, à dire il faut travailler avec 10 fois plus d'hommes dans les champs, avec des journées qui font 13 heures, c'est pas possible. La croissance doit être conciliable au profil de l'humain et de la planète, et puis de l'écosystème faune et flore. Donc tout ça, c'est comment créer de la croissance, parce qu'on peut très bien créer de la croissance en, par exemple, en verbalisant les gens. Lorsqu'on fait une infraction routière et qu'on met un PV, on a créé de la valeur ajoutée. Donc il y a de la valeur ajoutée qui est créée, mais qui est nuisible, si je puis dire, pour l'individu, alors qu'il y a de la croissance qui peut être créée et qui, elle, est bénéfique pour la planète. Donc c'est plutôt cette croissance qu'il faut rechercher, de la croissance qui fasse du bien, et non de la croissance qui soit pour taxer, pour punir, pour culpabiliser. D'accord. Merci pour cette conclusion intéressante. Si on veut obtenir ton livre, La transformation digitale, on va pour tous. Site internet. Pour tous. Oui, c'est comme la fracture numérique. Donc, on veut être inclusif avec la transformation digitale et justement aider les entreprises, quelles qu'elles soient, à se poser les bonnes questions pour pouvoir continuer à avoir des clients et employer des personnes, parce qu'il y a toujours un ménage à trois à avoir entre l'entreprise, ses dirigeants, son personnel, les clients, les actionnaires. Donc le ménage à trois, ce n'est pas pour les dirigeants, c'est le partage du gâteau, donc entre les trois que sont les clients, les actionnaires et le personnel, et que ce soit équitable. D'accord, merci David.